Jules Pitra Mukendi est notre invité en plateau en ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Un réel plaisir de vous la présenter en ce jour sous la coordination de Dieudonné Massounda qui est au niveau de la régie ensemble avec d'autres collègues. Fatou, Jimmy Dianda, Enoch Liye, pourquoi pas aussi Germain Mundou Pumbo, toutes les directions de la 10e rue télévision. Merci, bienvenue une fois de plus. Vous nous suivez à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Allez, c'est les directs de ce matin. Cette émission démarre toujours par un avis qui s'invite suite à la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Commençons avec l'ouragan qui titre « La BCC est-elle complice des abus sur des surpayes de Kazadi, l'IGF interpellé. Ah bon? Allez, Kin Ezobonga, l'ambitieux programme de Daniel Bumba. Après le résultat, plutôt fugue que raisin des opérations. Kin Bopeto, Kin Elenda, le nouveau gouverneur de la capitale UDPS, Daniel Bumba, veut relever les paris de la modernisation et de l'assainissement de Kinshasa avec l'ambitieux programme qu'il a dénommé Kin Ezobonga. Ça c'est bien, hein? Kin Ezobonga. Un VAD Mekum de plus de 70 pages dont l'ouragan a obtenu une copie. Voilà, ça ne va pas. Bukanga Lonzo, le procès renvoyé en novembre. Ouais, toujours ma tata. Ça existe toujours. Allez, on va prendre vrai modérateur qui titre « Combien faudra-t-il à la CENI pour l'élection des bourgmestres et leurs adjoints ?» Ah oui. S'interroge vraie thématique. Ça, c'est une bonne question. Des lueurs d'espoir crédibles pour sa gestion. Le gouvernement Souminois renvoi de l'affaire Bukanga Lonzo, Matata Pogno et consorts peuvent se reposer jusqu'au 11 novembre prochain. Détenu depuis plus d'une année à la prison centrale de Makala, les dossiers de Mike Mukebaye de nouveau sur la table des juges. Malgré plus de 25 ans de prison sous le sol congolais, Ouganda, un Judas aux côtés de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre la vie économique qui titre « Lutte contre la prédation des fonds publics ». La Cour des comptes et l'IGF devraient parler le même langage. L'attitude du procureur général près la Cour des comptes fustigée par l'ODEP et la LICOCO. Et donc ça va. Allez, prenons la prospérité qui titre « Affaire Bukanga Lonzo ». On revient là-dessus. Cour constitutionnelle, l'audience renvoyée au 11 novembre 2024. Allez, Constant Moutamba passe aux actes. Corneille Nangaa, ouverture aujourd'hui du procès devant la cour militaire de la Gombe. Résoudre durablement la crise à l'UDPS par Corneille Moulumba, membre cofondateur de l'UDPS. RDC, la paye effective depuis le 18 juillet. Oui. Allez. Bienvenue, c'est le début de cette émission. Nous allons quand même ouvrir cette parenthèse et bien avant d'aborder la grande thématique du jour par cette nouvelle. Constant Moutamba passe aux actes. Corneille Nangaa, ouverture aujourd'hui du procès devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. Jules Pitra est notre invité jusque-là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les différents travailleurs de la 10e télévision. Je salue tous que nous reconnaîtrons. Ce matin, Chris, je voudrais commencer... Dites bonjour à Dieudonné Massounda. Bonjour à Dieudonné Massounda, mon frère. Je l'aime beaucoup. Mon frère d'enfance. Oui, donc je voudrais commencer ce matin par un coup de gueule. Allez-y. De plus en plus, il sévit dans la capitale, dans la ville, dans différents ronds-points. Un phénomène que tout le monde est en train d'observer. Lesquels? Un phénomène qui fait très mal. Je ne sais pas, je suis en train de voir le ministre de la Justice un peu plus bouillant. Maître Constant Moutamba. Est-ce que ces phénomènes ne l'attirent-ils pas ou bien ses services? Lesquels? De plus en plus, on est en train d'exposer des malades sur la voie publique. Ah oui, oui. Et on prend un baffle et on met à côté et on fait du bruit pour susciter la pitié des gens, pour qu'on vienne contribuer et ceci, cela. Et
les Congolais n'ont plus de pitié. On amène des gens qui sont vraiment malades, des gens on les expose. On les expose à la place publique, des fois sous les soleils, et on appelle la pitié des gens pour que les gens viennent contribuer. Et ça fait très mal. Pourquoi je le dis? Parce que hier encore, on a vu des gens se battre pour la cagnotte. Ils ont cotisé l'argent toute la journée, et après, la distribution a posé des problèmes. Oh là là. Et ça fait très mal. Et donc, je suis là, ici, en train d'attirer l'attention des autorités dans notre pays. On va aller jusqu'où à vivre comme ça, des dérapages, des bévues, au vu et au su de tout le monde. Je crois qu'il y a lieu d'arrêter cela et de légiférer ces domaines-là, parce que ça fait très mal. Moi, j'ai vu ce matin sur Capé, là, une jeune dame, à Vimbizolo, et ça fait mal comme ça. Exposer les malades comme ça, c'est pas bien. Mais quand même, ça revient aussi. C'est une responsabilité du gouvernement. Prendre des cas pareils et puis les opérer. Ça soulagerait tant soit peu. Oui, mais bon, ce n'est pas de cette manière-là, comme une marchandise qu'on met sur la place publique et on en commence à crier. Et comme je vous ai dit, ce qui fait mal, c'est qu'à la fin, on se bat sur la cagnotte. C'est que le pourcentage qui devait être réservé aux malades était de 30%. Les malades exigent un peu plus, sa famille exige un peu plus, et puis ça crée des problèmes à la place publique. Et tout ça, c'est sous la tête de ceux qui dirigent la ville. Moi, je me demande aujourd'hui jusqu'où on va aller. On va vivre de dérapage en dérapage. C'est comme s'il y a absence totale de l'État. Alors que l'État devait être là derrière ces choses pour essayer de légiférer. On légifère seulement, on n'est pas seulement là pour suivre ceux qui ont des véhicules, le motard, pour essayer de voir comment faire. Mais je crois que ces phénomènes-là aussi, si on les laisse faire, il va comme ça aller comme une boule de neige et grandir dans tous les pays. Et ça ne sera pas bien. D'autres encore sont là en train de montrer des photos. On amène une petite prédication. On brandit des photos des enfants, qu'on a une orphelinat ou patati patata. Et puis après, quand vous suivez, vous vous rendez compte que les gens se distribuent l'argent à la fin. Et après, quand ça ne marche pas, ils se battent même, ils se donnent des coups parce que on n'a pas tenu compte de la distribution n'était pas équitable. Et tout ça, donc, je crois que ce sont des choses à déplorer. Et je crois que les autorités de la ville sont en train de nous attendre ce matin. Vous parlez de l'absence de l'État sur la ville. Nous l'avons constaté, nous tous. Au-delà de ça, s'ajoutent aussi les problèmes des transports en commun. Nos frères, chauffeurs et receveurs, chargeurs également. Il y a des associations sur la ville, ASECO, et puis d'autres là, c'est quoi? ACHO, quelque chose comme ça. Des histoires comme ça. ACHO, et puis voilà. Bazobel est là, 150 transports, 150, 200, 250. Ça aussi, l'État ne voit pas ça? Tout à fait. C'est tout ça dont nous nous plaignons aujourd'hui. Toujours la place de l'État. Il y a lieu de sévir. Il y a lieu de montrer que l'État existe réellement. Sinon, nous nous retrouvons dans un chaos. C'est comme une jungle maintenant. On ne sait plus qui contrôle quoi. C'est comme si, désormais, il n'y a plus, je vais dire, le poids, la force de l'État n'existe plus. La force de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a ensorcelés, en fait, pour qu'on arrive jusqu'à... Qui nous a fait quoi? Qui nous a ensorcelés dans Nous sommes ensorcelés. Mais c'est ce qui se passe actuellement. C'est comme si l'État... Les dirigeants et les dirigeants, tous, nous sommes ensorcelés. On ne comprend plus. Nous sommes envoûtés. Les gens sont prêts à construire même sur le rail. Vous voyez vraiment que sur un rail... Et on voit quelqu'un qui a construit une maison là sur le rail. Moi, je me demande si vraiment le peuple n'a plus de morale. Mais les dirigeants, vous savez, cher Chris, dans beaucoup de pays, pour arriver à des responsabilités politiques, il y a lieu de passer par des formations. Et ces formations-là aident beaucoup de gens à garder une certaine hauteur. Parce que quand on est dirigeant, on est là pour servir le plus faible. Or, quand on se retrouve comme dans une jungle, tout le monde fait sa loi et donc il n'y a plus de... Quand on est dirigeant, on est censé servir les faibles, vous le dites. Et quand on n'arrive pas à servir les faibles, c'est-à-dire, on est faible soi-même. On est faible soi-même et ça devient la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est celui qui se réveille le matin, qui sait que c'est peut-être l'armée, c'est peut-être la police ou tel service qui doit légiférer. Mais moi, je sais que comme je suis fort, je vais passer par chez eux. Je vais soudoyer quelque chose et après ils ne diront plus rien. Ils feront passer comment je vais dire, le faible comme étant le perdant et puis après ça ne va plus, ça ne va plus. Moi je crois, en tout cas je ne sais pas, n'en déplaise aux organisations, aux NGO des droits de l'homme et quoi, je crois que pour les Quinois,
En faut particulier, il faut que la chicotte revienne quand même. Il faut que le fouet revienne un peu pour que l'on... C'est comme si, pour qu'on se réveille. C'est comme si on est dans un rêve et on est en train de faire n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas bien. Mais vous avez parlé de l'absence de l'État. Ça, c'est pertinent. Mais moi, je me pose la question, Jules Pitra. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit fonds avec moi. Par exemple, un $10 000. Je me procure un D107, permettez-moi ici, un Sprinter, par exemple. Je trouve un chauffeur. Je me tape les documents. Et puis, je lui dis de travailler pour moi. Azumutu Kawana, il les met sur les artères construites par l'État. Et ces derniers commencent à me faire de l'argent. Il taxe les transports qui lui plaît. Le coût de transport qui lui plaît, c'est celui-là qu'il va taxer. Et du coup, ça part comme ça. On n'assiste plus aux inspecteurs des transports comme c'était par les passés. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba, VPM des transports et tout ce qui va avec, venir. On s'attendait à une certaine rigueur, une autre façon de faire les choses pour justement faire revenir l'ordre dans ces secteurs des transports. Mais apparemment, c'est comme si tout le monde est en train de somnoler. Les chauffeurs font de loi sur les routes construites par le gouvernement congolais et personne n'est là pour recadrer les choses. Ça fait mal, hein? Nous avions un cours en sciences politiques, relations internationales, qui s'appelait Histoire et idéologie politique. Dans ce cours, on nous apprenait comment est-ce que selon les climats, il y a des pouvoirs qui devaient être adaptés. Et nous avons un climat chaud, nous avons des gens, le peuple est chaud, et le pouvoir qui va le mieux chez nous, c'est la dictature. Non. Nous avons un peuple qui est comment? Un peuple qui est chaud, parce que nous avons un climat chaud. Les gens n'attendent mieux que le langage de la force. Donc, soit que vous êtes dans un état fort, soit que vous avez un dictateur, et c'est à ce moment-là que les gens s'alignent. Et maintenant, le péché chez nous aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que on a voulu faire entrer la démocratie, on a parlé de l'état de droit. Vous appelez ça démocratie, ce qui se passe au Congo? Ben oui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dans le vrai sens du mot, c'est la démocratie. C'est la démocratie, mais cette démocratie-là, elle est mal prise. Parce que je vous ai parlé de notre anthropologie à nous. Nous sommes un peuple chaud et les gens sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Au point où aujourd'hui, on peut regarder une antivaleur comme étant une valeur. Et vous voyez les gens défendre une antivaleur. Et ça, ce n'est pas normal. La démocratie, c'est aussi la liberté. La liberté. Ce sont ces libertés-là. Voilà, c'est aussi la liberté. Et donc, là où s'arrête la vôtre, la mienne commence, justement, il y a la liberté des autres qui nous étouffe, nous. En ce moment, ce n'est plus la démocratie. Malheureusement, maintenant, celui qui devait être là pour essayer de faire l'arbitre, de recadrer de réguler les choses, apparemment, il est faible. Apparemment, il ne fait pas suffisamment de sorte qu'on se retrouve... apparemment, disons les choses telles qu'elles sont. Il est faible. On ne peut pas dire apparemment. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais il me semble que c'est vraiment faible. Il me semble que c'est vraiment faible. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des dérapages. S'il vous plaît, vous qui êtes autorité de l'État, quelle que soit la parcelle du pouvoir que vous avez, je crois qu'il est temps... J'ai vu le séminaire qu'avait initié le chef de l'État. J'ai même vu son interpellation. Il a dit que les gens qui nous suivent, c'est que le peuple attend de nous de beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, ce n'est pas seulement des efforts financiers. Il faudra élever le niveau de la morale. La morale est devenue beaucoup plus basse. Les gens ne veulent plus donner les meilleurs d'eux. Les gens ne sont plus prêts à servir les autres. Les gens sont tous prêts à s'entretuer, à se marcher dessus. Se servir. Quand vous avez une parcelle de pouvoir, il faut tout faire pour gagner plus, quel que soit le moyen. Et marcher sur les autres. Et marcher sur les autres. Et ça, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien pour un pays. Nous sommes en train de perdre beaucoup de valeurs qui, pourtant, qu'on avait toujours dans ce pays. On était un pays hospitalier. On était un pays de bonnes gens, des gens qui étaient normaux. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que même se promener dans une rue et Zobangi Sabatou, parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut vous attaquer, on veut vous ravir ceci ou cela. Et donc, de plus en plus, si on laisse les choses continuer comme ça, je crois que dans 10 ans, 20 ans, on se retrouverait dans une ville comme dans le western. Est-ce vrai que les énergies sont focalisées dans un secteur X? Parce que ici, si nous essayons d'analyser, nous allons voir que les services, apparemment, se sont focalisés que sur ce que nous faisons comme journalistes, ce que les politiques font,
c'est que les chauffeurs font. Donc, ceux qui chauffeurs, les journalistes, mais quand la population est en train de réclamer ce qui lui revient comme droit, cela n'est pas appliqué, cela n'est pas résolu comme étant problème. Et donc, c'est par là que je suis en train de dire que les énergies sont focalisées dans un secteur quelconque. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. J'ai dit encore ici, on ne devient pas chef pour mater les peuples, on devient chef pour servir le peuple. À chaque niveau où vous vous retrouvez, quand vous avez une responsabilité, gardez en vous un certain degré d'apostolat, un certain degré d'humanisme pour essayer de servir et marquer le temps. Il ne faut pas qu'on dise après vous que c'était zéro, c'était rien. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, je crois que nous vivons sur cette terre, mais nous venons de quelque part. Même Dieu dans le ciel nous regarde et voit quelle est la responsabilité. Christ, tu as été envoyé sur terre pour une mission. Comment l'as-tu fait? Est-ce que tu l'as fait pour n'importe quoi ou bien tu l'as vraiment fait avec valeur? Et je crois que chacun de nous a une responsabilité dans ce sens-là. Ça fait mal. Vous habitez à Kinshasa comme nous tous. Ces derniers temps, la plupart des compatriotes sont en train de regretter. Certains disent que toujours préféré Nabiso Kabila parce que Mahamoutouzo Mona ils ont ça la passe. Ces regrets-là, est-ce que cela a fait du bien? Vous avez assisté aux élections de décembre. Comment est-ce que cette population s'était engagée? Elle était debout pour justement renouveler la confiance de Félix Tshisekedi à la tête du pays, ce qui a été fait. Il a été réélu avec 73%. Et aujourd'hui, cette population commence à regretter. Certains disent que nous avons regretté voix Nangaï. Est-ce aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec ses hommes, nous parlons du gouvernement, ses conseillers, et tout ce qui va avec, sont en train justement de remercier ces peuples qu'il a voté en décembre dernier? Chris, il faut savoir faire la part de choses. Moi, je reconnais qu'il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement actuel ou bien le président actuel a fait pour essayer de remonter les niveaux à bien de statuts, à bien des niveaux, à bien de domaines de la vie du Congolais. Mais une autre chose, c'est que vous dites là, c'est fondé. Et vous savez, c'est fondé sur quoi? C'est ce que j'étais en train de vous dire tantôt. Avec Joseph Kabila, on avait l'impression d'avoir un pouvoir fort. Un pouvoir fort, un pouvoir qui est craint. Vous savez, vous voyez que les gens ne savent pas vraiment approcher, les gens ne savent pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et c'est comme ça qu'il faut vivre avec les populations comme le peuple congolais. C'est l'impression que ça donne finalement. C'est que j'étais en train de vous parler ici par rapport à notre anthropologie. Trouvez-vous Tshisekedi être libéral, c'est ça justement humaniste, le péché de Fachi, c'est qu'il fallait ouvrir les choses. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que quand il fallait ouvrir les choses, on s'est retrouvé devant, je le dirais, pratiquement n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde veut se targuer une parcelle de pouvoir, tout le monde veut parler au nom du peuple, tout le monde est... On a ouvert la chose et du coup, on a comme l'impression que la chose ne se gère plus vraiment, ne se gère plus très bien. Donc, c'est pourquoi moi j'appelle ici, qu'il n'est pas tard pour bien faire, qu'il y a lieu aujourd'hui de pouvoir revenir tant soit peu à une certaine rigueur. On nous a annoncé une fois ici qu'on a levé la peine de mort, mais on n'a encore rien vu. Vous savez que même à l'époque de Mobutu, pour asseoir son pouvoir, il fallait faire des actions de haute portée que tout le monde pouvait voir, que des punitions. À l'époque de Kabila père, vous avez vu qu'on pouvait abattre des gens parce ils allaient à l'encontre de la loi. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que ça qui peut pédagogiquement aider la population à revenir tant soit peu vers les bonnes habitudes, les bonnes mœurs. Sinon, de plus en plus, on est en train de se paupériser et de pourrir. Et je crois que, comme j'étais en train de dire, si on continue comme ça dans 20 ans, 30 ans, je crois qu'on se retrouvera dans un western. Très bien. Alors, le moratoire sur la peine de mort a été enlevé dernièrement. Et cette peine de mort, elle est exécutable en République démocratique du Congo, c'est ce que vous étiez en train de dire. Alors ici, Constant Moutamba, cependant, ministre de la Justice, passe aux actes. Il va devoir commencer aujourd'hui même l'ouverture du procès devant la cour militaire concernant les adeptes de Corneille Nangaa. Est-ce n'est pas
une voix sur ce que vous venez ici d'éclairer. Bravo à lui, bravo à lui. Je sens que depuis qu'il est là, de plus en plus, il y a des actions qui sont faites. Il y a, comme nous disons, des réformes qu'il est en train d'entreprendre. Nous sommes en train de le regarder. Nous saluons ce qu'il est en train de faire. Nous l'encourageons parce que nous savons qu'en face, il y a les adeptes du désordre et du chaos qui ne le laisseront pas faire. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a toutes les manettes entre ses mains. Je crois ça sera bien pour lui que d'insister sur ce qu'il est en train de faire. Le procès contre Nanga et ses adeptes va commencer. C'est un procès par contumace, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas là seront jugés et condamnés par rapport à la loi, et désormais ils seront regardés par rapport à la décision que la loi, que les cours et tribunaux va dégager. Et donc, je crois que si déjà là, il commence comme ça sera une bonne chose, mais après, il faudra aller jusqu'à sévir et pas seulement condamner, et ceux qui sont, comment je veux dire, punissables, doivent sentir la rigueur de la loi. Ce n'est que de cette manière-là qu'ils enverront un signal pédagogique à la grande population pour que de plus en plus la population commence à avoir une certaine crainte par rapport aux lois et aux règles de la République. Parce que nous vivons dans une société doit avoir de lois, elle doit se gérer, et il faut avoir un régulateur qui soit fort, et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. En tout cas, coup de chapeau au ministre de la Justice, Constant Mutamba, là où il est, qui sache qu'il y a des âmes de peuple qui sont en train de soutenir ce qu'il est en train de faire, même si certaines décisions, comme la décision des églises et autres, est encore en train de patauger un peu. Pourquoi ça patauge? Parce que, vous savez, dans un pays... Vous êtes contre cette décision? Je ne suis pas contre, mais je crois qu'il y a lieu de l'amender. Séparer 500 mètres, c'est quand même bien pour régulariser ces secteurs. Vous le savez bien, avec ce qu'il y a comme nuisance sonore, les églises entachées comme ça, il y avait du désordre et cela ne permettait pas, en tout cas, aux fidèles de suivre bien des prédications. Vous savez, cher Christ, quand vous êtes un bon parent, vous commencez pas par punir les enfants, mais vous commencez d'abord par leur interpeller et dicter des lois. On commence d'abord par faire un travail pour faire comprendre aux gens le bien fondé de ceci et de cela. Exact. Et ce n'est qu'à la fin que vous pouvez maintenant mettre ce qu'on appelle des lignes à ne pas franchir. Celui qui ne fera pas ceci dans telle période, il pourra se voir punir par rapport à telle loi, telle loi, telle loi. C'est seulement ce côté-là. Je suis d'accord avec lui dans ce qu'il fait, mais je crois qu'il aurait dû laisser le temps. Il aurait dit, comment je vais dire, vulgariser des lois qui pourront faire comprendre aux gens que désormais, dans 6 mois, dans une année, nous devons voir ceci, cela, et accompagner ces actions-là avec la participation des autres ministères, aussi pour essayer de voir comment légiférer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les églises dans mon pays, c'est un grand domaine de soutien moral. Aujourd'hui, avec toute la crise qui sévit dans mon pays, ceux qui sont dans les églises savent comment est-ce que le soutien moral est d'un grand apport dans ce que nous sommes en train de faire. Et donc, moi je soutiens son idée, mais je crois qu'il y a lieu de l'amender et de faire mieux pour que ça aille. Il devrait commencer par réunir les responsables des confessions religieuses, leur dire ce que lui compte faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Il n'est pas commencé par là, du coup il passe par les actes. Non, je crois qu'il les avait déjà réunis. Il a réuni le responsable des églises, surtout des églises des réveils. Parce que nous sommes un pays laïque. Hein? Oui, c'est là où il y a un petit souci. Mais ce que moi je demande ici, c'était un petit temps pour permettre à tout le monde de pouvoir comment se conformer par rapport à une certaine vulgarisation et faire comprendre aux gens le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire. Sinon, pour plusieurs, c'est vrai que pour amener des réformes, il faut prendre des mesures impopulaires, c'est vrai, mais dans cette population, j'ai dit ici, je soulève un élément qui est capital, que l'aspect moral est pour beaucoup dans la situation de précarité qu'est en train de vivre les Quinois ou les Congolais. Et donc, ces églises-là sont d'un grand apport quant à cela, et je crois qu'il y a lieu, comme ça, de trouver des terrains d'attente pour essayer
Très bien, merci beaucoup. Dans les réformes qu'il est en train d'initier. Merci beaucoup Jules Pitra. Vous nous suivez, nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. Chers téléspectateurs, vivez une nouvelle expérience avec le même contenu, plus beau, plus facile, plus rapide. Alors concernant l'Afrique, l'Afrique a besoin justement en cette période d'une jeunesse qui est forte, une jeunesse éveillée, une jeunesse qui va devoir accompagner cette Afrique à relever les défis, à surmonter même ce qui se passe actuellement dans certains pays d'Afrique laisse à désirer, où nous avons certains présidents qui ont mis 30 ans au pouvoir, 40 ans pour certains au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons le président camerounais qui a 91 ans, plus de 4 décennies au pouvoir. On ne sait pas comprendre. Il sera l'éternel président du Cameroun. Nous sommes ici en face de Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui 80 ans révolus, 40 ans au pouvoir. On se pose la question de savoir, c'est compliqué. Donc l'Afrique doit à tout prix se réveiller pour tenir. Très bien. Compatria, dit-on, allez, ça finira toujours par donner. Jules Pitra, tantôt vous étiez en train de parler de l'absence de l'État avant d'aborder la thématique. L'absence de l'État. Aujourd'hui, le ministre, le VPM de la Justice, Constant Moutamba, va devoir commencer avec la procédure judiciaire concernant les adeptes de Corneille Nangaa. Cependant, Corneille Nangaa vit sur les sols congolais, connu de tous comme un rebelle. Dernièrement, il a pris part à une messe à Rutshuru. Est-ce l'État congolais n'était pas au courant que ces derniers allaient-ils prendre part à cette messe pour justement l'arrêter et puis les déférer devant les instances compétentes? Ben, c'est une question pertinente qui fait entrer tout de suite, je vais dire, beaucoup de... qui est dans une rencontre de beaucoup de prérogatives judiciaires, militaires, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons comprendre à ce jour qu'il y a ces coins du pays où l'État n'existe quasiment pas? Non, mais quand vous avez déjà une zone occupée par une rébellion, c'est-à-dire que c'est l'absence de l'État. Parce que quand le rebelle arrive, ils vous prennent d'abord les frontières, ils commencent à gérer les frontières. Vous voyez que des fois, ils nomment même le bourgmestre, ils nomment tout. C'est un lieu où désormais, eux, ils occupent comme un État pour eux. Alors, quand une église se retrouve dans ce lieu-là, Corneille Nangaa, que nous savons qui est sorti des églises, de l'église protestante, mais nous avons vu qu'ils peuvent venir entrer dans une église catholique et parler. Certes, nous pouvons aujourd'hui condamner les catholiques, mais il faut aussi se mettre dans leur peau. Et ils se retrouvent sur une terre qui est prise par une rébellion. Et si vous voulez tenir tête à cette rébellion, je crois que votre sort mais cette église n'est pas redevable devant cette rébellion, mais devant l'État congolais. Et donc, quand elle permet justement qu'un rebelle puisse prendre part à un culte, c'est là où les bas blessent. Non, mais quand vous dites qu'elle est redevable à l'État congolais, en ce moment, cette église se retrouve dans l'État de Nangaa. Parce que c'est une rébellion. Il ne faut pas oublier ça. Cette église se retrouve dans son État. Et donc, si elle doit payer des taxes, ils vont payer chez Nangaa parce qu'ils peuvent pas payer. Non, ne dites pas ça, c'est fort. Non, mais je vous dis, c'est comme ça que les rébellions se passent. Ne dites pas ça. Et c'est pourquoi on ne veut pas de rébellion dans un pays. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est la rébellion maintenant qui gère tout ce qui se passe dans cet espace-là. C'est ainsi que nous, on peut comprendre. Mais au-delà de tout ça, on s'est dit aussi, mais quand on est chrétien, quand on est abbé, quand on est prêtre, on a fait les vœux. Il fallait rester logique. Comment faire les lits d'un rebelle? Nous avons appris que beaucoup de hommes de Dieu n'ont jamais fait les lits des rebelles. Et ils ont été soit pendus, soit tués, soit... Mais quand vous faites ça au nom de votre République, je crois que vous restez logique avec vous-même. Mais quand vous vous dites que nous avons peur parce que le rebelle peut nous tuer, si nous ne nous obtempérons pas à sa volonté, ça aussi, ça vous comment je veux dire, ça vous met dans le même moule que le rebelle. C'est comme si vous participez dans son action. Vous êtes en connivence. Et vous le faites indirectement. J'ai vu
comment est-ce que la Senco ici s'est débrouillée pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Parler d'incidents inattendus. Oui, nous l'avons entendu, mais nous n'avons pas compris. Mais c'est ainsi, c'est de l'ainsi va la vie. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas cru à la position de la Senco? C'est un peu tout ce que je suis en train de dire. Nous l'avons entendu, mais nous n'avons pas vraiment compris. Parce que s'ils sont vraiment apôtres de Dieu, je crois qu'ils ne pouvaient pas permettre que cela ait eu lieu. Parce que ça donne une certaine connotation. L'officiant n'aurait dû pas être menacé, par exemple, subir des menaces de la part des rebelles? C'est ce que je suis en train de dire. On devait apprendre que le prêtre ou l'archevêque avait interdit, n'avait pas permis qu'un message comme ça passe. Quel que soit le préjudice qu'il allait subir après, on aurait compris qu'il se serait sacrifié pour le pays. Mais quand vous permettez à un rebelle comme ça de passer devant votre altar et faire une expression comme ça, public, c'est comme si vous participez indirectement dans son action, ce qui est condamnable. Merci beaucoup. Nous allons aborder à présent la thématique du jour, chers téléspectateurs, liée à l'investiture du gouvernement Obumba. Nous sommes à Kinshasa. Kinshasa avec ses maux, Kinshasa avec ses difficultés, Kinshasa avec ses problèmes, Kinshasa avec tout ce qui va. Nous avons besoin d'un leadership éclairé, Dixit Boussa Jean-Lucien, sur la ville de Kinshasa, parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme si à Kinshasa, la capitale des institutions congolaises, Kinshasa n'est pas gouvernée. N'est pas gouverné. Kinshasa n'a pas un leadership. Kinshasa n'a pas bonne gouvernance. Et Kinshasa manque de tout, sauf rien. Alors, coup de poing. Kinshasa se prépare à la plus grosse opération de nettoyage de son histoire. Daniel Bumba, déjà hier, il a tenu le premier conseil de sécurité provinciale en présence du général de la ville, du côté armé, du côté également aussi PNC, en présence de son directeur des cabinets, le confrère Israël Moutala. Ici, voyez-vous, Daniel Bumba entrer en fonction déjà pour servir le Cuno. Oui, bon. Monsieur Daniel Bumba venait d'entrer en fonction. Sans être investi. Nous attendons son investiture. Jusque-là. Nous allons l'attendre jusqu'à quand? Parce que nous savons tous que l'histoire nous renseigne qu'il a eu des petits couacs. Lui ainsi que le ministre le gouverneur du Nord, Sud Katanga ou comme ça. Et je crois que c'est à l'issue, ils ont été interpellés par le ministre de l'Intérieur qui a... Ils étaient à deux avec Kiaboula? Avec Kiaboula, oui. Et le ministre de l'Intérieur les a ramenés à l'ordre. Les avait ramenés à l'ordre. Mais depuis lors, nous avons vu que Kiaboula a présenté son programme et son gouvernement, il a été investi. Mais avec Bumba, ça traîne. Il n'arrive toujours pas à recadrer les tirs par rapport... encore. On se pose beaucoup de questions. Et toutes ces questions-là nous poussent à dire ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, cher Chris, certes, vous devez être légal parce que vous avez été élu. Mais d'autre côté, vous devez aussi être légitime parce que le peuple vous reconnaît et que vous reconnaissez dans ce peuple. Allez, et quand on est dirigeant, vous avez parlé d'être légal et puis légitime. Quand on est légal, on fait quoi? Quand on est légal, ça veut dire qu'on a été... Le président de la République vous a nommé. Mais maintenant, quand on est légitime, c'est-à-dire que vous devez présenter votre... Ils ont été élus par les grands électeurs, les députés provinciaux, et notifiés par la présidence de la République. Tout à fait. C'est une ordonnance qui doit venir pour vous dire que vous avez été élu par rapport à ça. Et donc, je crois que c'est par rapport à cette ordonnance-là qu'ils ont été désormais notifiés comme gouverneurs de la ville. Ils devraient engager maintenant les différentes provinces. Mais maintenant, la procédure veut qu'ils présentent un programme et un gouvernement auprès de leur assemblée provinciale. C'est que lui n'a pas encore fait jusque-là et nous attendons. Qu'est-ce qui tarde? Qu'est-ce qui empêche Bumba de présenter son plan d'action à l'assemblée provinciale de Kinshasa? On est en droit de se poser des questions aujourd'hui. Comment peut-il commencer un programme alors que lui n'a pas encore présenté? Comment peut-il être en train d'agir sur terrain alors qu'il n'a pas encore présenté son programme d'action? Et donc ça pose vraiment des problèmes. Et on est même prêt à se poser la question,
Est-ce qu'il est dans la continuité de Ngobila? Ben, c'est l'impression que ça nous donne. Pas ça, Soit qu'il est dans la continuité de celui qui était avant lui, ou qu'il est déjà en pleine action de son programme d'action. Mais son programme déjà c'est Kin Ezobonga. Et Kin Ezobonga. Oui, ça c'est le côté marketing. Le côté marketing, il a dit que son programme c'est Kin Ezobonga. Il peut même passer sur toutes les tribunes pour présenter ces programmes-là. Mais tant qu'il ne passe pas au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, ça va poser des problèmes. Et je crois que ça, c'est le plus grand problème qu'il y a aujourd'hui. Et je crois que les autorités de la ville, les autorités du pays, les responsables du parti politique et autres devront l'aider à bien commencer son mandat. Sinon, il va être vraiment en difficulté. Parce que généralement, on dit ce qui commence bien, finit aussi bien. Mais maintenant, là, on sent qu'il est en train de patauger, de piétiner, de trébucher. Et je crois qu'il faut l'aider à aller de l'avant. Mais sinon, le programme, s'il y a un programme pour les sécurités dans la ville, ça, nous saluons. Nous voulons que de plus en plus Kinshasa redevienne une ville paisible comme il était dans le temps, une ville hospitalière où les gens pouvaient vaquer à leur occupation et faire tout ce qu'ils étaient en train de faire dans le calme et dans la quiétude. Ça, nous saluons. Mais maintenant, le juridisme qu'il y a autour de son investiture, ça, il faudra très vite aplanir les choses. Daniel Bumba est-il bloqué ou bien il se bloque lui-même? Je ne pense pas qu'ils soient en train de se bloquer, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de pesanteurs politiques autour de ce qu'il est en train de faire. Et c'est comme ça que j'interpelle maintenant tous ces gens pour voir qu'on ne peut pas prendre 2 mois, 3 mois après avoir investi quelqu'un, après avoir élu quelqu'un. Aujourd'hui, on est à plus de 2 mois, 3 mois où il n'a jamais présenté son programme au niveau de l'Assemblée provinciale. Et ça dérange. Ça dérange beaucoup. Et c'est comme ça que nous interpellons les autres à faire de leur mieux pour que ceci aille le plus tôt possible pour essayer de lui donner, je veux dire, tout le poids, toute sa force pour qu'il agisse pleinement avec toute... Mais entre-temps, c'est le temps perdu. C'est le temps qui est en train d'être perdu. Malheureusement, rien n'est fait sur Kinshasa. On s'en est plein. Non, mais là, il y a un programme... Est-ce qu'on se rend compte d'abord que le temps est en train d'être perdu? Je vous ai dit, on est dedans et on se pose la question de savoir, exécute-t-il son programme ou bien il est dans la continuité de ce qu'il a trouvé? Donc, il accuse l'UDPS d'être derrière toute le manœuvre possible. Partagez-vous cet avis? Bon, n'étant pas de l'UDPS, je ne sais pas... C'est un fils maison de l'UDPS. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas, n'étant pas de l'UDPS. Mais seulement, que ce soit l'UDPS ou pas, que l'on sache que le temps est en train de passer et que la population va encore juger ce pouvoir ici par rapport aux actions qui sont menées sur terre. L'état des routes actuelles sur la ville pose problème. Oui. La plupart des routes sont délabrées. Oui. Il faut à tout prix les refaire. Oui. Les problèmes d'énergie, nous avons l'eau, l'électricité, l'incivisme routier, la mentalité quinoise, n'en parlons même pas. Et tous ces mots, Bumba, avec déjà les temps qui est en train d'être perdu. À la dernière minute, l'homme ne se lèvera pas-il pour dire, eh ben, je n'ai pas eu le temps suffisant pour servir Kinshasa. Et en ce moment, nous allons faire ce que nous appelons la redondance. Une fois, je vous ai parlé, cher Chris, de la vision que l'homme politique doit avoir par rapport à ce qu'il veut faire. L'homme politique vient avec une vision, il vient avec un cahier des charges, mais maintenant quand celui-ci se retrouve dans un environnement qui ne lui permet pas de se déployer dans ce qu'il veut faire, je crois que jusqu'à une certaine limite, il faudra que la culture je vous ai parlé l'autre fois, il faut que la culture de la démission soit aussi de notre côté, que les gens se rendent compte qu'ils peuvent aussi démissionner quand vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de bâtons qui sont mis sur votre route. C'est quand vous n'arrivez pas à vous déployer, quand vous n'arrivez pas à faire passer votre vision d'abord. Je crois que si ça ne marche pas, malheureusement, la culture de la démission n'est pas encore bien perçue chez nous. Mais je crois que tout ceci, comme j'étais en train de dire, que ce soit dans le premier ou dans le second cas, ça fait perdre du temps et c'est le peuple, les Quinois qui sont en train de... Très bien, merci beaucoup. Je vous reviens justement pour prendre les secteurs, ou soit les priorités
de ces fameux gouvernements provinciaux dirigés par M. Boumba Lubaki Makila, gouverneur. Très bien, nous sommes en direct. À présent, nous allons devoir recevoir un autre invité qui vient de s'ajouter à nous, John Beboul Ngandou, membre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu nous grâce. Un plaisir de vous recevoir en plateau en ce jour. Comment se porte primo votre parti qui est l'UDPS avec ce qui s'est vu dernièrement au sein du parti, des camps. Aujourd'hui, nous avons les camps Kabouya, les camps Jeko, les camps Eteni au finish. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de l'UDPS? En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le plaisir est partagé de faire partie de ces plateaux de télévision pour essayer un peu de parler de ce qui se passe. Parce que d'aucuns parlent d'une crise, oui, effectivement. Il y a crise? Moi, je dirais plutôt c'est une façon pour nous, l'UDPS, de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est... Oui, parce que l'UDPS n'est pas comme tous les autres partis politiques. L'UDPS n'est pas la grande muette. Non. Dans l'UDPS, les gens s'expriment. Les gens disent leur position. Nous ne sommes pas dans un parti politique de Alléluia, Amen. Non. Donc, dans l'UDPS, quand on vous dit « I », vous devez quand même vous en rendre compte réellement si c'est vraiment ces I-là. L'expression, oui. Voilà. L'expression, oui, mais la manière dont vous vous exprimez, ça laisse à désirer. Non, bon, vous savez, nous sommes dans un contexte où quand un secrétaire général qui a été désavoué par sa base et cherche à se maintenir. Il a été désavoué? Justement, il a été désavoué. C'est une frange ou bien vous parlez de toute la base de l'UDPS? C'est toute la base de l'UDPS. Non, c'est faux. Moi, je vous dis, parce qu'il faudrait questionner toutes les fédérations. La base de l'UDPS, c'est les fédérations, n'est-ce pas? Il vient de tenir une matinée, je ne vous coupe pas, il vient de tenir une matinée. Nous parlons des Kabouya. Justement, oui. Il vient de tenir une matinée pleine à craquer. Et vous parlez de toute la base, je ne sais pas comprendre. Ceux qui étaient venus, ceux qui ont répondu présent à l'invitation des Kabouya, étaient-ils du PALU? Non. D'autres partis politiques, le MLC et tant d'autres? Le problème qui est là, dans l'UDPS, il y a ce qu'on appelle de fanatisme. Des fanatiques, voilà. Des fanatiques? Voilà. Donc, vous les traitez de fanatiques? Justement, quand il y a quelqu'un qui brille avec une incompétence notoire, ça se dit, non? Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Et s'il y a derrière cette personne-là des gens qui continuent à les soutenir, qui ne voient pas ce que les autres peuvent aussi voir, donc je dirais que ces gens-là, ce sont des combattants, oui, mais ce sont des fanatiques parce qu'ils s'accrochent, je ne sais pas moi, à certains intérêts quelconques qu'ils connaissent eux-mêmes. Vous les traitez d'être fanatiques, mais votre camp, il est également traité de frustré. Bon, justement, ils peuvent dire ça, mais aujourd'hui, qui ne voit pas que dans l'UDPS, ça ne marche pas? Qui ne voit pas ça? C'est au vu de tous. Et tout le monde le constate que ça ne marche pas. Et cette mégestion, vous la situez à quel niveau? Au niveau de la hiérarchie, c'est lui les chefs qui conduit les activités du parti, qui n'arrivent pas à pouvoir bien gérer les partis. Allez un peu voir, il faudrait un peu descendre, faire balader un peu votre micro, vous allez comprendre. Allez dans les cellules, il y a plus que rien là-bas. Allez dans les sections, il y a pratiquement rien du tout. Allez dans les fédérations. Donc, et quand vous voyez un parti au pouvoir aujourd'hui, après 5 ans de règne, et ces partis-là, les membres, au lieu de pouvoir faire adhérer les membres, il y a des gens qui cherchent à partir. Donc, vous devez vous dire qu'il y a un problème. Donc, à présent, il y a des membres qui quittent les partis? Mais justement, ils vont. Mais
Mais ils sont fatigués, ils sont restés à la maison. Mais ils viennent plus. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ne viennent plus. Ils sont plus actifs. Ils sont plus actifs. Mais allez voir. Allez dans les cellules, vous allez constater qu'il y a pratiquement des réunions qui se tiennent pratiquement avec... Vous accusez M. Kabouya d'incompétence notoire, vous venez de le dire, c'est vos mots. Vous l'accusez de mégestion. Mais si, faut-il ici évaluer les mandats de ce monsieur à la tête de votre parti? Ce bilan, il est, je dirais moi, à mon avis, il est positif parce que l'UDPS a un bon nombre des élus à tous les niveaux. L'UDPS a un bon nombre de mandataires. L'UDPS a donné beaucoup de travail. UDPS aujourd'hui, c'est un parti qui fait vivre sa base et tout ce qui va avec. Et donc, le bilan, il est positif. Pourquoi vous vous attaquez contre la personne? Dans la globalité. Donc, c'est la tête des Kabouya qui dérange bien sa gestion au sein du parti. Ce n'est pas un problème personnel avec M. Augustin Kabouya, honorable de son État, double brassard, que j'ai sali en passant. Il est là, mais... Ce que nous sommes en train de fustiger, c'est sa gestion. Ce n'est pas la personne d'Augustin Kabouya, c'est sa gestion. Il nous a démontré en tout cas ses limites. Donc il ne parvient pas à aller au-delà, faire pousser les choses. Qu'est-ce que Kabouya n'a pas fait au sein du parti? Quand vous nous dites par exemple... Énumérez, qu'est-ce que Kabouya n'a pas fait? Attends, je vais en arriver. Quand vous nous dites par exemple que on a un bon nombre de députés, on a tout ce qu'on a là, oui. Vous devez savoir aussi que le chef de l'État a bâti campagne. Il a été dans 26 provinces, accompagné de tous les combattants. Non, pas 26 provinces, quelques provinces. Il n'a pas fait les 26 provinces. Non, justement, je vous dis, le chef de l'État a été presque partout. Ah oui, ça c'est bien, presque partout. Presque partout, et il a bâti sérieusement sa campagne électorale, accompagné de tous les combattants et les peuples congolais. Donc c'est un mérite qu'on ne doit pas l'attribuer seul à Augustin Kabouya. Non. Donc Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général, devrait faire ce qu'il faisait en tant que secrétaire général, mais on ne doit pas lui attribuer tous ses mérites. Parce que le chef de l'État a été presque partout, il a bâti campagne. Mais la gestion du parti au quotidien, c'était entre ses mains, c'est qu'il faut reconnaître. Justement, mais quand vous parlez de la gestion du parti, mais allez voir, il faut essayer un peu de comptabiliser. Un parti au pouvoir qui manque même des sièges de fédération, vous trouvez ça normal dans cette ville de Kinshasa? Le PPRD n'en avait pas aussi. Vous trouvez ça normal? Le PPRD n'en avait pas aussi. Mais justement, le PPRD n'en avait pas, mais le PPRD louait quand même. Il avait quand même des places. Aujourd'hui, vous pouvez passer pour me dire que là-bas, c'est une fédération. Tel endroit est loué par une fédération. C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, et je vous dis... Est-ce que vous contribuez d'abord en tant que membre? Mais justement, est-ce que vous contribuez? Comment ne pas contribuer? Comment ne pas contribuer? Nous contribuons toujours. C'était quand la dernière fois que avez-vous contribué? Non, la contribution se fait toujours à travers les cellules. À travers les cellules. Justement, répondez à ma question. Fin du mois. C'était quand vous avez contribué? Mais chaque fin du mois, vous payez votre contribution. Vous êtes en ordre? Justement. Vous êtes de quelle cellule? Justement. Vous êtes de quelle cellule? Je suis de la cellule Louis Thiomery Lumété. Ok, je vais enquêter. Oui, enquêter, vous allez constater. Parce que certains qui sont en train aujourd'hui de faire sortir Kabouya de la petite porte, certains ne contribuent pas au sein du parti. Hein? Ils sont là en train de criailler, en train de brandir sa mégestion, entre guillemets, mais en réalité... Ceux-là ne font pas quelque chose pour l'avancement du parti. Parce que les partis vivent justement avec de vos contributions. Pour avoir un siège dont vous faites allusion, il faut qu'il y ait des cotisations suffisantes pouvant permettre aux fédéraux de canaliser cet argent en vous dotant de sièges et tout ce qui va avec. Justement, vous pouvez bien le dire. Je vous le concède en tout cas. Mais je vous dis aussi que l'IDPS... C'est vraiment un grand parti, un parti des masses, et on devrait les sentir. On devrait les sentir en tout cas. Mais quand vous avez un secrétaire général qui ne sait même pas quand est-ce qu'il a visité sa cellule de base, vous avez un secrétaire général qui ne sait même pas quand est-ce qu'il a été dans la section ou dans des fédérations, et toutes ces fédérations-là fonctionnent
par des contributions. Mais Kabouya a été dans différentes provinces pour redynamiser les partis. C'était un travail quand même considérable qu'il faudra louer, monsieur Ngandou. Je n'en disconviens pas. Il a été, oui, en tant que secrétaire général, c'est son travail. Il devrait normalement être partout dans les provinces où il y a l'IDPS. Mais allez voir un peu après lui. Qu'est-ce qu'il a laissé? Mais en tout cas, il n'y a que des dédoublements là-bas. Il n'y a que des dédoublements des structures. Il est allé créer des désordres. Et pourquoi cet état des choses? Mais c'est l'homme, non? Qui entretient tout cela? Ces désordres-là, qui l'entretient? Mais c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Non, ne dites pas ça. Vous l'accusez à tort. Mais je vous dis. Vous l'accusez à tort. Non, je ne l'accuse pas à tort. Il est là, il est conscient. Il est conscient. Aujourd'hui, vous pouvez me citer qui est le président de la Ligue des jeunes? Vous voyez? C'est Amissi, non? Vincent Mouzungu, c'est Amissi, non? Voilà, vous me dites Amissi. Mais le président de la Ligue des jeunes, c'est Emani Dioko. Vous voyez? C'est le président de la Ligue des jeunes. Il y a aussi mon ami Lumbu. Christian Lumbu. Christian Lumbu, ce sont tous des vice-présidents. Mais le précédent qui avait succédé à Yves Boukoulou, c'est Emani Dioko. Amissi vient même après, 4e vice-président. Et comment vous pouvez l'expliquer? Il y a un premier vice-président, mais qu'on l'interdit d'assumer cet intérim, mais on prend un 4e vice-président. Vous expliquez ça comment? Oui, c'est un désordre entretenu. Et nous l'avons décrié depuis des années, et ça continue. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être ses intérêts derrière Amissi, ça eux-mêmes le savent. Mais nous disons seulement que le secrétaire général a été désavoué par la base. Vous êtes de quel camp, vous? À l'IDPS, il n'y a pas de camp. Non, il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Quand vous me posez cette question... Vous êtes du côté Eteni Longondo? Quand vous me posez cette question de savoir... Non. Écoute, je vais vous répondre ceci. Je ne dirais pas que je suis du côté Eteni Longondo, parce que Eteni Longondo n'a pas de côté. Parce qu'après avoir répondu à cette question, vous allez encore me poser la question de savoir si je suis encore du côté de Jekobea. C'est mon travail. Oui. C'est mon travail. Donc, dans l'IDPS, il y a ceux qui ont constaté ces mégestions, cette faiblesse-là au sein du parti, qui se sont levés pour dire non à M. Augustin Kabouya. Allez. Et de nous laisser... Vous allez vous adresser au président de la République, ses services aussi, la famille Tshisekedi. Que voulez-vous pour qu'aujourd'hui la paix revienne au sein de ces grands partis laissés par le fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, Besengande Mukongo Yanjoko? Excellence, Monsieur le Président de la République, je viens ici devant cette caméra pour vous adresser ce message. Monsieur le Président de la République, nous sommes de ceux-là qui vous ont soutenu depuis, pendant que les autres n'y croyaient même pas. On nous appelait des Italiens, on nous appelait des hommes de Ibiza. Et nous étions là. Et ces mêmes personnes qui défendent aujourd'hui Augustin Kabouya, ce sont les mêmes personnes qui vous avaient combattu hier. Qui vous avaient combattu hier quand nous on prêchait au nom du Père et du Fils. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous combattaient, qui vous combattaient également. Ce sont ces mêmes personnes qui continuent à soutenir ces désordres qui est en train d'être par M. Augustin Kabouya. M. Augustin Kabouya, vous ne pouvez pas en tout cas diriger les partis par défi. Vous avez été désavoué par la base et arrêtez de nous montrer ces scènes que vous êtes en train de nous montrer. Donc vous êtes transformé les partis à un camp des camps Lufungula. Ça doit s'arrêter. Non, ne dites pas ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter en tout cas. Donc j'appelle au VPM de pouvoir se rendre compte de tout ce qui se passe par rapport à cette situation, parce que les policiers ont beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas qu'ils ont été retirés du permanence? Non. Mais il y en a encore. Il y en a encore, ils sont encore là-bas. Mais le VPM m'avait ordonné que... Justement, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas justement. On ne comprend pas ce qui se passe autour de ça. Le VPM
ordonne. Vous êtes arrivé en retard et cette émission touche à sa fin. La dernière question, ça fait combien de temps que vous êtes dans ces grands partis l'UDPS? En tout cas, depuis ma jeunesse. Non, ça fait combien de temps? Vous êtes toujours jeune, il ne faut pas m'intimider. Mais depuis ma jeunesse, je dirais, je dirais même depuis 98, 97, j'étais très jeune en tout cas. Ça fait combien de temps? J'allais à l'école, tout ça, et puis ça doit faire... Vous me répondez toujours par ma question? Répondez à ma question. Ça doit faire une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Vous avez connu le feu docteur Etienne Tshisekedi? Oui. Vous avez connu Valentin Moubaké? Oui. Vous avez connu monsieur Simon Adrien Kalenga? Simon Adrien Kalenga, oui. Vous l'avez connu? Oui. Vous avez connu monsieur Moubaké, je l'ai cité. Monsieur Chibala, vous l'avez connu. Monsieur Corneille Moulumba, vous l'avez connu. Je les ai tous connus, oui. Tous? Bruno Mavungu, le feu Bruno Mavungu. Le feu Bruno Mavungu, Jean-Marc Alexis Moutanda, tout ça. Général Kabound. Courage, cher président. Et je dis ici, je suis en train de dire à tous les combattants. Jacques Chabani, l'ancien secrétaire général. Oui, je l'ai connu. J'ai été là avec lui. Merci d'être là pour le compte de cette émission C'est Politique. Vous avez les derniers mots? Les derniers mots, je demande à tous les combattants de l'UDPS. Les têtes bien faites ne manquent pas à l'UDPS. Il y en a assez. Et ce sont, en tout cas, de nous focaliser sur des corbillards. Comme il aime le dire, sur des corbillards. Donc, soutenons les vrais combattants qui ont des têtes qui peuvent faire avancer les choses. Des rassembleurs qui sont là. Très bien. Allez, c'était là John Begboul Ngandou. Au bio, on a la section à 8e rue. Hein? Fédération section alimentée, fédération à Moamba, je suis coordonnateur. Merci beaucoup. Dinas Bell. Vous voulez dire quoi? Non, ben, l'UDPS est devenu un patrimoine national. Ah, ok. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est parti au pouvoir. Quand ça ne marche pas, ça dérange. Mais ce n'est pas étranger, en fait. C'est normal dans des partis chauds, les partis socialistes. Vous aimez trop la chaleur, hein? Oui. L'UDPS... Les Congolais, il est chaud, l'UDPS, il est chaud. L'UDPS s'est distingué par le fait qu'il n'y avait pas de mot d'ordre dans le parti. C'est vrai. Tout le monde avait toujours son point de vue à donner. Mais il faut reconnaître que dans les us et coutumes de l'UDPS, les secrétaires généraux n'ont pas beaucoup de chance. Généralement, ils sont évincés parce qu'il y a ceci ou cela qui ne marche pas. Mais je crois que c'est ça l'expression. Leur expression intérieure. On a cité tous les noms ici, de ceux qui ont été évincés partout. Mais je crois que cette fois-ci aussi, on a fustigé aussi quelques monnayages de poste. Parce que depuis toujours, l'UDPS n'était pas au pouvoir. Quand l'UDPS arrive au pouvoir, certains parmi eux ont comme l'impression qu'ils ne se sont pas retrouvés et qu'il y a des postes qui ont été monnayés. Apparemment, celui qui casquait plus pouvait prendre la place des enfants maison et puis après les enfants maison se sont révoltés. Je crois que c'est cela et il faudra très vite le traiter. J'en appelle donc à la sagesse et à la sagacité du chef de l'État pour essayer de mettre la main dessus et trouver un terrain d'entente. Accent Sana. Allez, pour le cette émission touche à sa fin. Dani Chamala, Bavon Minga, Fiston Zangumbe. Je vous attends demain pour le 3e numéro de la semaine. Je disais tantôt, Dani Chamala, Bavon Minga, Fiston Zangumbe et Diani. Je vous attends demain pour le 3e numéro de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Enoch, merci à Germain, merci à Fatou et puis Jimmy. J'ai donné Machoulov. Encore merci. Vincent Mouzou, je n'oublie pas. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir et d'autres invités. Hasta plus tard.